Bienvenue à notre exploration aujourd'hui. On plonge vraiment dans un secteur industriel qui est central au Québec. Oui, celui de l'aluminium et de la transformation métallique. C'est majeur. Exactement. Puis on a du bon matériel pour décortiquer ça. On a la stratégie québécoise de développement de l'aluminium, celle de 2021-2024. Du gouvernement, oui. Après, il y a un portrait de l'industrie de la fabrication métallique. Ça, c'est signé Perform. Très intéressant. Ça donne une bonne vue d'ensemble. Et finalement, le dernier rapport annuel du CRITM, le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique. C'est ça, le CRITM. Fait que l'idée, là, c'est d'extraire l'essentiel, comprendre la vision du Québec, voir les forces. Puis les défis aussi, il y en a quand même quelques-uns. Oui, on veut saisir comment tout ça s'articule. Passion. Pour rester un joueur clé sur l'échiquier mondial. Exactement. Puis en même temps, faut naviguer le marché actuel, la transition verte, c'est pas simple. On va regarder les chiffres, les stratégies, les acteurs qui bougent dans ce secteur-là. Parfait. Alors, commençons par le portrait. L'aluminium au Québec, c'est pas rien. On parle de chiffres assez impressionnants, près de 30 000 emplois. Bien payé souvent. Oui, et environ 1500 entreprises quand même un peu partout. C'est vrai? Une production annuelle qui frôle les 2,9 millions de tonnes, puis les exportations, 7,4 milliards en 2020. C'est énorme. C'est une histoire qui date plus de 100 ans d'industrie. Wow! Et l'élément clé vraiment, le gros atout, c'est notre hydroélectricité. Ah oui! C'est ça qui permet au Québec de produire de l'alu avec ce qu'on dit être l'empreinte carbone la plus faible au monde. La plus faible, carrément. Ouais. Puis aujourd'hui, ça, c'est plus juste technique, c'est un argument de vente super stratégique. Le Québec est 4e producteur mondial, fournit 90 % de la production canadienne, puis genre 60 % de ce qui se fait en Amérique du Nord en production primaire. C'est fou. Avec les gros joueurs qu'on connaît, Rio Tinto, Alcoa. Alcoa, Aluminerie Alouette. Ils sont bien implantés avec 9 alumineries, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bécancour, Deschambault. Décomo, Sept-Îles aussi. C'est assez réparti. Oui. Il y a une citation d'ailleurs dans la stratégie qui résume bien ça. Elle parle d'un noyau d'entreprises innovantes, d'une main-d'œuvre spécialisée, la proximité des grands marchés, puis cet approvisionnement local en aluminium avec la fameuse faible empreinte carbone. Ça résume bien les forces, oui. Mais tu disais que l'alu primaire, c'est juste une partie de l'histoire. Ben oui, il y a tout un écosystème qui vit autour de ça. Le comité Perform, justement, nous donne une vue plus large. Eux, ils parlent de la fabrication métallique industrielle, la FMI. OK. Puis là, les chiffres sont encore plus gros. Près de 300-400 entreprises. Wow! Presque 96 000 travailleuses et travailleurs. Et un chiffre d'affaires de 28 milliards en 2021. 28 milliards. C'est majeur. Ça représente quelque chose comme 20 % des emplois et des exportations de tout le secteur manufacturier au Québec. C'est énorme. Ce qui est fascinant dans ce que Perform décrit, c'est la structure. C'est souvent de la fabrication sur mesure en petits lots. Exactement. Ça complexifie certaines choses. Comme l'automatisation, j'imagine? C'est ça. Ça repose énormément sur le savoir-faire des gens. Le rapport dit que près de la moitié, c'est des ouvriers spécialisés. Donc, très dépendant des compétences humaines? Oui, puis ça mène un défi pour le virage 4.0 dont on va sûrement reparler. Ce modèle-là, flexible, personnalisé, c'est un atout, mais... Mais pour intégrer des technologies numériques avancées? Et voilà, surtout que Perform le dit, 85 % de ces entreprises-là, c'est des PME, moins de 50 employés. Ah oui, c'est petit. Fait que pour elles, investir dans l'automatisation, l'IA, c'est pas le même défi que pour une grosse compagnie, là. C'est une industrie super diversifiée aussi, 22 groupes industriels différents. Forgeage, machines agricoles, auto, naval. OK, je vois. Une structure particulière. Et tout ça, ça bouge dans un contexte mondial assez changeant, non? Oh, que oui. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Depuis 2018, on a eu les tensions commerciales. Les tarifs américains sur l'aluminium. Oui, ceux de 10 %. Bon, le Canada est exempté maintenant, mais ça crée des remous. Ça fait que l'Amérique du Nord est devenue la place où l'alu coûte le plus cher. Ça change la donne. Ça change la dynamique, oui. Puis la pandémie, bien sûr, ça a dû frapper fort. Oui, les sources en parlent. Grosse chute de la demande, des prix au début 2020. L'auto, l'aéro, la construction, tout a ralenti. Avant de repartir assez fort après. Oui, mais le changement le plus profond, le plus structurel, c'est ce qu'on appelle la nouvelle réalité carbone. C'est-à-dire? Tous les engagements internationaux pour réduire les GS d'ici 2030, viser la carbone neutralité, ça redéfinit la compétition mondiale. La Chine, qui absorbait toute la croissance de la demande depuis 20 ans, puis qui a genre 60 % de la capacité mondiale, Oui. mais elle semble plafonner sa capacité de production. Résultat,
Ben, le marché mondial est maintenant en déficit Ah. et ça fait monter les prix, les primes régionales. Exactement. Et c'est là que l'avantage vert du Québec devient hyper stratégique. L'hydroélectricité, encore, elle. Ben oui, la demande pour de l'aluminium à faible empreinte carbone, elle explose. D'ailleurs, il y a un graphique dans la stratégie qui est frappant. Celui qui compare le Québec et la Chine? Oui, les émissions directes, mais aussi celles liées à l'électricité. L'écart est colossal. C'est un atout majeur, c'est clair. Mais on n'est pas seul à avoir des énergies renouvelables. La Russie, la Norvège, l'Islande, même le reste du Canada, ils ont aussi des atouts. Donc, c'est pas juste de produire vert. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Ben, c'est une question de stratégie globale. Les documents suggèrent plusieurs pistes. Faut produire vert, oui, mais il faut aussi le valoriser. Le valoriser? Comment? Par des certifications, une image de marque forte. Faut le commercialiser activement, cet avantage-là. Puis il faut continuer d'innover pour réduire encore plus l'empreinte. L'économie circulaire, par exemple. Exactement. Recycler l'aluminium ici, au Québec, au lieu d'exporter les rebuts, ça devient un enjeu. Ça améliore la performance environnementale de toute la filière. OK. Puis à tout ça s'ajoute le défi de la main-d'œuvre. C'est un thème qui revient souvent. Oui, absolument. La rareté des travailleurs qualifiés, c'est un frein potentiel. Et le besoin d'adapter les compétences au numérique, aux 4.0, ce qui nous ramène aux PME. C'est ça, c'est un défi qui touche tout le monde, des grands aux plus petits. Former les gens pour opérer des machines de plus en plus complexes, c'est crucial. Bon, face à ce portrait quand même complexe, avec des défis, mais aussi de belles opportunités, comment le Québec répond? On a parlé de la stratégie, la SQDA. C'est quoi les grandes lignes? La SQDA, c'est vraiment la feuille de route du gouvernement pour 2021-2024. Elle est issue de consultations avec l'industrie, c'est important. L'objectif, c'est clair. Accélérer le virage 4.0, produire un alu encore plus vert, transformer davantage ici pour créer plus de valeur et mieux outiller les entreprises et la main-d'œuvre. Et il y a des moyens financiers derrière ça. Oui, la stratégie annonce une enveloppe de 75 millions sur 3 ans en nouveaux crédits, mais ça s'ajoute à des interventions financières estimées à 250 millions via le Fonds du développement économique, puis 150 millions des fonds propres d'Investissement Québec. Ah oui, c'est substantiel. On parle de pas mal d'argent mobilisé, oui. Et ça s'organise comment? Il y a 3 grands axes, c'est ça? C'est ça. Le premier axe, stimuler l'investissement et accélérer le virage 4.0. L'objectif ici, c'est d'attirer combien d'investissements? L'ambition est grande, plus d'1 milliard de dollars dans la production primaire et 400 millions dans la transformation. Wow! Et les outils pour y arriver? Il y a les outils financiers classiques d'Investissement Québec, comme le programme ESSOR pour les gros projets, mais il y a aussi des choses plus ciblées. Comme? L'initiative ALU 4.0. Ça, c'est vraiment pour aider les PME à faire le saut numérique, ou connectivité, automatisation, même la cybersécurité. C'est crucial pour elles, on l'a vu. Tout à fait. Il y a aussi un soutien renforcé à l'exportation, avec une enveloppe dédiée pour l'aluminium dans le PSCU. Et maintenir la relation avec les USA, c'est vu comme vital. Et Albecourt, la filiale d'IQ, elle joue quel rôle là-dedans? Elle aide à sécuriser l'approvisionnement en métal pour les PME transformatrices québécoises. Un rôle important de facilitateur. OK. Et est-ce que ces outils, comme ALU 4.0, sont bien adaptés à la réalité des PME? Est-ce qu'elles arrivent à en profiter? C'est toujours le défi, tu sais. La stratégie est C, mais l'adoption du 4.0, c'est complexe. L'accompagnement est clé. ALU 4.0, qui est coordonné par le réseau Transal, vise justement ça, un accompagnement de proximité. D'accord. Deuxième axe, miser sur les créneaux d'avenir et l'avantage carbone. Qu'est-ce qu'on entend par là? Là, on est plus dans l'innovation, la R&D. L'idée, c'est de positionner l'ALU québécois dans des marchés qui vont croître. Comme l'électrification des transports? Exactement. L'aluminium léger, c'est très demandé. On parle aussi de recyclage plus poussé, de nouveaux alliages. Il y a même un exemple concret qui est mentionné, un projet de recherche du CMQ, le Centre de métallurgie du Québec, qui pourrait ouvrir la voie à un laminoir industriel ici. Ce serait majeur. Un laminoir? Wow! Oui, et il y a une enveloppe spécifique, genre 4 millions, pour soutenir des projets porteurs dans ces domaines. Puis l'idée de brander l'aluminium québécois? Oui, c'est dans cet axe-là aussi. Soutenir ALU Québec pour développer une image de marque. Aluminium québécois faible en carbone et produit responsablement. C'est soit l'idée que les entreprises puissent utiliser ça comme argument de vente sur les marchés, vraiment monétiser l'avantage vert. Logique. Troisième axe, utiliser l'aluminium d'ici et renforcer la filière. Ça touche quoi, ça? 2 choses principales. D'abord, la main-d'œuvre.
Assurer qu'on a les bonnes compétences? Oui, mieux arrimer formation et besoins des entreprises. Il y a une table de concertation coordonnée par le ministère du Travail là-dessus. Et l'autre aspect? C'est de stimuler la demande locale, intégrer plus d'aluminium québécois dans les projets publics. Le fameux pouvoir d'achat de l'État. Exactement. Il y a des budgets dédiés pour encourager l'utilisation de l'alu dans les ponts, les passerelles, en lien avec le MTQ. 5,5 millions, je crois, pour des projets pilotes. La conception... C'est ça. Puis, 4 millions pour les bâtiments publics, via la SQI et la SHQ. Et plus largement, le gouvernement dit vouloir utiliser les devis techniques, les critères environnementaux dans les appels d'offres pour favoriser l'achat québécois et vert. Créer un marché ici pour les produits d'ici. C'est l'idée. OK, ça, c'est la stratégie gouvernementale. Mais l'innovation, ça se passe aussi sur le terrain. On a mentionné le CRITM. C'est quoi exactement leur rôle? Le CRITM, le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique, c'est un joueur clé pour l'innovation. C'est un RSRI, un regroupement sectoriel de recherche industrielle. Sa mission? C'est de booster la compétitivité des entreprises par l'innovation collaborative. C'est ça le mot important. Collaborative. Ça veut dire quoi, collaborative? Ça veut dire qu'ils financent et accompagnent des projets où au moins une entreprise travaille avec un centre de recherche ou une université. Ils couvrent toute la chaîne de valeur, de l'extraction au recyclage, pour l'acier, l'aluminium, mais de plus en plus aussi pour les minéraux critiques et stratégiques. Ah oui, les fameux MCS, lithium, nickel, terres rares. Exact. Tout ce qui est essentiel pour la transition énergétique, les batteries, etc. Puis leur rapport annuel montre qu'ils rassemblent pas mal de monde, plus de 100 membres réguliers, des centaines d'affiliés. Oui, c'est un réseau important. C'est ça leur force, ce maillage. Leur job principal, c'est de canaliser des fonds, publics et privés, vers ces projets d'R&D collaboratifs. Depuis qu'ils existent, ils ont été impliqués dans près de 90 projets. Ça représente des investissements totaux de presque 90 millions. Et le CRITM a injecté combien là-dedans? Plus de 25 millions directement. Puis ils ont eu une bonne évaluation du ministère de l'Économie récemment qui soulignait leur impact. Concrètement, c'est quoi le genre de projet qu'ils soutiennent? Ça touche pas mal à tout ce qui est prioritaire. Il y a 4 grands axes qui ressortent dans leur projet. L'amélioration des procédés de fabrication, ça c'est le plus gros morceau, genre 83 % des projets. OK. Ensuite, la conception de produits plus avancés, la réduction de l'empreinte écologique et l'économie circulaire, ça c'est important, et aussi l'innovation numérique, l'IA. Et ils ont différents programmes pour financer ça. Oui, PSRO, Amorce, Innovaire pour les GES, Partenariat, C2Tech pour l'économie circulaire et un programme spécifique pour les GEM6, financé par le ministère des Ressources naturelles. Juste en 2023-2024, ils ont financé 20 nouveaux projets. Ce volet MCS avec le nouveau réseau scientifique, ça semble être une grosse priorité maintenant. Absolument. Ce réseau MCS, c'est une initiative majeure lancée dans le cadre du Plan québécois pour la valorisation des MCS. Son but précis? C'est vraiment d'animer cet écosystème des minéraux critiques. Mettre les chercheurs en contact avec les industriels, identifier les blocages, les enjeux scientifiques et techno. Pour l'extraction, la transformation, le recyclage? Oui, mais aussi les aspects environnementaux et sociaux, l'acceptabilité. C'est super important. Le réseau a défini 5 grands thèmes pour structurer ça et il a une enveloppe de 11 millions sur 3 ans du MRNF pour lancer des appels à projets spécifiques là-dessus. C'est vraiment pour accélérer l'innovation dans ce domaine-là. Ah, on a une bonne image maintenant. L'industrie, ses défis, la stratégie du gouvernement, les acteurs comme le CRTM qui poussent l'innovation. Mais si on prend un peu de recul, pourquoi tout ça est si important pour le Québec? Mais l'importance est multiple. D'abord, l'impact économique direct, on le dit, des dizaines de milliers d'emplois de qualité, souvent en région, c'est un pilier du PIB, des exportations, il ne faut pas l'oublier. C'est la base. Oui, mais ensuite, il y a le positionnement stratégique global. Aujourd'hui, le monde cherche des chaînes d'approvisionnement qui sont sûres, fiables et décarbonées. Puis il y a un besoin immense de minéraux critiques pour la transition énergétique, batteries, éoliennes, panneaux solaires. Et le Québec a des cartes à jouer là-dedans? Exactement. On a une combinaison assez unique. Notre hydroélectricité propre, puis des ressources minérales importantes, incluant plusieurs MCS. Donc l'idée, c'est pas juste d'extraire et d'exporter la matière brute. Non, c'est vraiment de développer toute la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation jusqu'au produit fini, puis le faire proprement en misant sur l'avantage carbone. Construire des filières complètes et durables. C'est ça l'ambition. Et pour que ça marche, il faut cette synergie dont on a parlé, entre les politiques publiques, comme la SQDA, le plan MCS, les organismes de soutien comme Perform, Alu Québec, et les catalyseurs d'innovation comme le CRIT et son réseau MCS,
L'enjeu, c'est que toute cette mobilisation, ces investissements, ça se traduise en vrais avantages compétitifs pour nos entreprises. Des PME jusqu'aux grands joueurs internationaux installés ici. Oui. Donc, pour résumer, le Québec affiche une ambition forte pour tout ce secteur métal. On s'appuie sur l'héritage de l'aluminium, on mise à fond sur l'atout hydroélectrique vert et on met le paquet sur l'innovation, le numérique, le 4.0 et la valorisation de toute la filière, incluant ces fameux minéraux stratégiques. Et ça? Et la clé, ça semble être la collaboration. Gouvernement, industrie, recherche, tout le monde ensemble. C'est une vision assez intégrée qui essaie de répondre aux défis économiques, mais aussi environnementaux d'aujourd'hui. Tout en essayant de préparer l'avenir industriel du Québec. C'est pas rien. Ça nous amène à une dernière réflexion pour conclure cette exploration. Oui, on voit toute cette effervescence mondiale, les chaînes d'approvisionnement vertes, sécurisées, les minéraux critiques. Tout le monde en parle, tout le monde essaie de se positionner. La question fondamentale pour le Québec, c'est comment on transforme ces stratégies, ces millions investis, cette collaboration en un vrai leadership mondial qui dure. Et surtout en retombées économiques concrètes. Exactement. Des retombées tangibles tout au long de la chaîne de valeur. Et ça m'amène à une question peut-être encore plus pointue. Oui. Comment on s'assure que les nombreuses PME dont on a dit qu'elles sont l'épine dorsale de la fabrication métallique ici? Celles qui ont moins de 50 employés, la majorité? Oui, celles-là. Comment on fait pour qu'elles puissent non seulement survivre dans cette transformation majeure, mais qu'elles puissent pleinement en profiter? S'adapter, innover, participer activement à cette dynamique. Qu'elles ne soient pas juste des sous-traitants qui subissent les changements imposés par les grands. Précisément. Réussir à embarquer tout ce tissu de PME dans le bateau de l'innovation et de la transition verte et numérique, c'est peut-être là un des défis les plus critiques, un point qu'il faudra suivre de très près dans les prochaines années.